Alors, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir bravé la grève, la veille d'un jour férié, pour être ici ce soir avec nous. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir au Collège de France ma collègue, la professeure Patricia Mindous, qui nous vient du froid, qui nous vient de l'université d'Uppsala en Suède, pour nous parler, vous le voyez à l'écran, de la citoyenneté européenne, état des lieux et outils de travail. Alors, Patricia Mindous est très particulière, c'est pour ça que je l'ai invitée, parce qu'elle est professeure de philosophie du droit et de philosophie politique à l'université d'Uppsala, je l'ai dit, mais elle est aussi très active dans le domaine des études européennes et notamment dans le domaine des études de la citoyenneté de l'Union européenne. Donc c'est un mélange très intéressant et vous allez pouvoir en déguster les fruits ce soir. Alors peut-être quelques mots d'introduction sur notre oratrice. Après avoir été fellow de l'Académie Wallenberg, elle est aujourd'hui, outre sa capacité de professeur, directrice du Forum d'Uppsala pour la démocratie, la paix et la justice et président de la section suédoise de l'IVR. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas plutôt, c'est l'Association internationale de philosophie du droit. La professeure Mindous s'intéresse au réalisme juridique depuis toujours, évidemment au réalisme juridique scandinave, mais aussi au positivisme juridique plus généralement, à la théorie démocratique et à la migration. Et dans ce cadre-là, elle a publié sur différents thèmes liés à la théorie fonctionnaliste de la citoyenneté et à la théorie de la migration en tant que fait institutionnel. Et je l'ai dit tout à l'heure, elle a mené toutes sortes de recherches passionnantes sur la citoyenneté et la politique migratoire de l'Union dans une perspective de théorie politique et de philosophie du droit. Et je vous invite, si vous en prenez le goût ce soir, à aller consulter sa liste de publications qui est sur le site du collège. La professeure Mindous a été formée en Suède et en Italie, mais en parfaite européenne et surtout comme étudiante de l'école française depuis son plus jeune âge. Elle est polyglotte et parfaitement francophone. Et je la remercie beaucoup ce soir d'intervenir en français. Merci beaucoup, Patricia, d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Nous nous réjouissons beaucoup de t'entendre. Et j'ajoute tout de suite qu'après la conférence, nous aurons 15 minutes à peu près de discussion. Donc ne disparaissez pas si vous avez le goût de la discussion. Nous aurons à peu près 15 minutes pour cette discussion. Merci encore. Bonne conférence. Merci, Madame, Monsieur. Je suis vraiment ravie de parler ici aujourd'hui de la citoyenneté européenne qui célèbre donc cette année ses 30 ans. Ça fait 30 ans du traité de Maastricht qui a introduit formellement ce statut en 1992. Et je tiens à remercier beaucoup la professeure Samantha Besson de cette invitation qui me fait vraiment très grand plaisir. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'interroger la citoyenneté européenne, d'en faire l'état des lieux et proposer quelques outils de réflexion à partir du concept de citoyenneté. Alors, on accuse très souvent la citoyenneté européenne de n'être pas à l'auteur de son propre nom. On dit qu'elle est incomplète, qu'elle est mal en point, elle déçoit les espérances, ce ne serait pas vraiment une véritable citoyenneté. Et le Brexit aurait donc exposé les fondements instables de cette construction. 10 millions de citoyennes et de citoyens européens ont été transformés en ressortissants de pays tiers, comme ça, par le coup de la baguette magique du droit. Ainsi, une réflexion sur les états des lieux de la citoyenneté européenne 30 ans après Maastricht risque fort de ressembler à une chronique d'une mort annoncée. Mais l'histoire de la citoyenneté, qui est ancienne de plusieurs millénaires, est foisonnante, étonnante et offre aussi des possibilités pour une pensée peut-être édifiante, en tout cas pour une lecture décloisonnée des rapports entre l'individu et l'État, la cité. Alors, je vous propose de me suivre sur quelques-unes de ces étapes pour dégager des pistes interprétatives, des outils de travail qui permettent d'entrevoir donc des routes possibles pour ensuite interroger la citoyenneté européenne. Alors, je commence par une citation de Paul Valéry. « Un mot est un gouffre sans fond », écrit Valéry. Et effectivement, la citoyenneté n'est pas une exception à cette règle. Elle est employée de temps en temps pour signifier la participation politique
En d'autres occasions, on en parle comme une forme de cohésion sociale, on en parle encore comme l'appartenance à l'État. Donc, il est évident que la polysémie qui est liée à cette notion fait du concept de citoyenneté un concept à débattre. Robespierre parlait de la citoyenneté ou du citoyen comme un être rare. Et en cela, en fait, il faisait écho à Rousseau, qui, dans le contrat social, prend un malin plaisir à stigmatiser l'utilisation de ce mot en français. Les seuls Français, écrit Rousseau, prennent tout familièrement ce nom de citoyen parce qu'ils n'ont aucune véritable idée, comme on peut le voir de leur dictionnaire, sans quoi ils tomberaient en l'usurpant dans le crime de lèse-majesté. Alors, ce n'est un secret pour personne que le mot citoyen prendra une place centrale dans l'expérience de la Révolution et de ses constitutions. Mais dès lors, ce terme restera aussi fortement connoté politiquement. Ce qui est peut-être moins connu, c'est le processus de déconstitutionnalisation de la citoyenneté qui est opéré par le Code Napoléon. Donc la matière de la citoyenneté, qui consiste à la fois dans les critères d'attribution, les critères d'obstention et de déchéance du statut, mais qui consiste aussi dans les droits et les devoirs qui sont associés à ce statut. Donc la matière de la citoyenneté commence à être déconstitutionnalisée dans ce code. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une matière qui, pendant la Révolution française, avait été de rang constitutionnel et déclassée au rang de loi ordinaire. Et ce processus, en fait, ne s'arrête pas en France. À cause de la multiplication des codes civils, il sera répandu dans toute l'Europe. Et à cause de la colonisation, ensuite, au-delà de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette ère napoléonienne? C'est qu'on referme définitivement la parenthèse de la Révolution, qui a ouvert donc un modèle politique de la citoyenneté. Et si on fait attention à cela, dans le Code de Napoléon, on ne mentionne jamais citoyen ou citoyenne. On ne parle que de Français et de Françaises. Et c'est intéressant parce que le mot de citoyen-citoyenne disparaît donc en faveur d'un ethnonyme, mais qui ne sert pas à indiquer un ethnos, mais qui sert à se référer à un statut juridique abstrait. Alors il est bon de rappeler, je pense, que Napoléon ne songeait pas à faire du sentiment national ou de l'appartenance nationale, dans ce sens-là, un élément déterminant pour attribuer le statut de Français. Ce sentiment manquait de pertinence, en fait, pour déterminer si quelqu'un comptait parmi les sujets de l'Empire. Et c'est ainsi, ensuite, que dans le contexte colonial, notamment, qu'on perd le fil de ces gestes en ce découpage qui advient donc dans le XIXe siècle entre le citoyen politique et le national assujetti. La Cour d'Alger pouvait encore en 1862 statuer que tout en n'étant pas citoyen, l'indigène est français. Alors, bref, la nationalité comme forme d'assujettissement et non pas comme sentiment d'appartenance. Alors d'où vient ce terme nationalité? Parce que si on regarde les codes civils, on nous parle de français, d'espagnol, d'autrichien, de portugais, bref, de particuliers. Mais nationalité est un terme abstrait. Et ce terme n'est introduit dans le droit international que tardivement. On l'utilisait encore au début du XIXe siècle comme synonyme de l'allemand Volkstum. Mais à la fin du siècle, il est utilisé comme synonyme de Staatsangehörigkeit, appartenance à l'État, donc citoyenneté au sens juridique. Encore au début du XIXe siècle, pour l'Académie française, il s'agissait d'un néologisme qui n'appartenait pas à la langue française. Alors nous devons en fait ce changement du sens du mot de nationalité à un juriste allemand nationalisé français, Jean-Jacques Gaspard Félix,
qui utilise ce terme pour la première fois dans la langue du droit au milieu du XIXe siècle, dans un manuel de droit international qui s'appelle le Traité de droit international privé, qui connaîtra plusieurs rééditions et deviendra une œuvre de référence. C'est un peu ironique de se souvenir que ce texte a été publié, astuce de la raison, l'année de la Révolution, 1848. Alors, pour Félix, la nationalité signifie donc l'ensemble des positions juridiques qui qualifient une personne dans son rapport politique, dans son rapport à l'autorité politique. C'est en fait rien d'autre que la même chose qu'on appelait auparavant citoyenneté. Alors, ce terme de nationalité s'imposera donc au cours de la seconde moitié du XIXe siècle dans le droit, mais il est à distinguer du principe de nationalité comme principe de légitimation. L'introduction de ce dernier principe en droit international adviendra l'année, c'est très tard, adviendra l'année où sera posé le premier câble télégraphique sous la Manche, à savoir 1851. Et ça sera à l'intérieur d'un contexte spécifique de formation nationale, le mouvement du Risorgimento italien. Et ce mouvement, vous vous en souvenez, entend former un État à partir d'une unité culturelle, celle de la nation italienne. Et c'est ici que la référence au sentiment national est traduite, disons, dans le droit. Et cela advient pour la première fois, à ce que j'arrive à reconstruire en tout cas, dans la leçon inaugurale de Pasquale Stanislao Mancini, qui, à la chaire de droit international à l'université de Turin, en 1851, donc il prononce sa prolusion, sa leçon inaugurale, qui est intitulée Le principio di nazionalità come fondamento delle genti, du principe de nationalité comme fondement des gens. Alors Mancini soutenait de façon tout à fait révolutionnaire que le sentiment d'appartenance à une nation devait fonder l'autorité de l'État sur l'individu. Alors quiconque se souvient de l'évolution qu'a eue la notion de autodétermination des peuples au XXe siècle se rend compte à quel point Mancini était révolutionnaire. Mais alors cette idée de Mancini fut de très grande importance pour les peuples, mais pas autant pour les citoyens. Au niveau de l'individu, c'est plutôt l'idée de Gaspard Félix que celle de Mancini qui a prévalu. En effet, en réglant la citoyenneté, le droit ne s'intéresse pas vraiment à la nationalité entendue au sens social. Et par nationalité au sens social, je veux dire les processus d'identification sociale à un groupe ethnique, culturel, linguistique, appelé à un destin commun, mais une forme d'identification avec le groupe. Alors les philosophes ils distinguent l'identification transitive de l'identification intransitive. Identification as et identification with, non, ou l'idem et l'ipsé pour le dire avec rigueur. Alors, le sentiment national concerne un processus d'identification à l'autre. Je m'identifie à un groupe, je me perçois comme membre d'un groupe, etc. Et éminemment subjectifs, toujours sociaux, occasionnellement éphémères, mais partout construits, ces processus d'identification sont très importants. Ils sont au centre de ce qu'on appelle dans les sciences sociales l'identité nationale. Mais de toute autre nature est la nationalité dans le droit. Parce que le droit ne s'occupe pas vraiment de l'ipsé, il s'occupe de l'idem, d'identifier quelque chose, quelqu'un comme quelque chose, de le classer. Donc la perception que cette personne a de soi ne compte pas vraiment. L'identité nationale, c'est-à-dire le fait empirique de se sentir et de s'identifier comme français, finlandais ou florentin, ne reste qu'un sentiment aux yeux du droit. Alors, les sociologues de la citoyenneté actuellement, par exemple Christian Jopke, ont constaté que cette différence entre le sentiment national, l'identité nationale au sens des sciences sociales, et la nationalité au sens juridique se creuse actuellement dans un processus qu'on appelle la instrumentalisation de la citoyenneté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, instrumentalisation de la citoyenneté? Ça veut dire que la citoyenneté ne compte pas de la même façon qu'avant.
Dans un certain sens, elle compte subjectivement moins, donc elle compte moins pour nos processus d'identification, mais elle compte aussi objectivement plus, c'est-à-dire dans sa dimension juridique au niveau des droits et des devoirs. On dit que son importance dans nos vies vient du fait qu'elle permet donc l'accès à un bon nombre de droits, souvent peu d'obligations, et dont la valeur combinée peut faire une grande différence dans la vie des personnes. Et cela, je pense, est très clair pour toutes celles et tous ceux qui naissent avec une mauvaise citoyenneté. Selon Branko Milanovic, par exemple, jusqu'à 60% de nos revenus au cours d'une vie est conditionné par notre citoyenneté de naissance. Ainsi, les choix que font les individus et que font aussi les États en matière de citoyenneté reposent davantage sur des considérations pratiques, voire instrumentales, que sur la recherche d'une reconnaissance d'une identité sociale qui est donnée au préalable. Donc on ne cherche pas tellement à être reconnu socialement, on cherche des autres choses. Et de plus en plus, on voit des personnes qui choisissent de se naturaliser, de renoncer à la citoyenneté, de faire déclarer la citoyenneté de leurs enfants pour des raisons qui sont tout autres que le sentiment d'appartenance à une nation. Une fois qu'on ne confond plus la nationalité au sens social avec la nationalité au sens juridique, je pense qu'il est clair que dans le droit, la nationalité n'est autre chose que le nom moderne d'un concept ancien, le statut civique, ou le status civitatis. Alors, le status civitatis, c'est un terme de droit romain, et dans le droit romain, il indique un ensemble de positions juridiques qui qualifient une personne dans son rapport à l'autorité politique. Et ce n'est pas en soi, et ça je pense que c'est important de le noter, ce n'est pas en soi l'indication d'une appartenance particulière. Ce n'est pas comme être suisse ou suédois, comme être surinois ou savoyard. Le status civitatis n'est pas un gentilé, ce n'est pas un ethnonyme. C'est le nom d'une entité abstraite, le statut juridique plus précisément. Alors, ontologiquement parlant, un statut juridique est ce qu'on appelle un fait institutionnel. Un fait institutionnel, ce n'est pas un fait empirique, mais, rappelons-le avec Searle, c'est un fait dans lequel une fonction est attribuée à quelque chose qui ne possède pas cette fonction en vertu de ses propriétés empiriques. Alors, pour l'expliquer, imaginez par exemple qu'il existe une règle selon laquelle, dans certains contextes, comme dans un jeu de société, un jeu de table, on peut imaginer qu'un point ait une certaine valeur dans ce jeu de société. Alors, c'est évidemment pas la configuration d'un de ces petits objets avec lesquels ces enfants jouent qui fait le point dans le jeu de société. D'ailleurs, dans pas mal de jeux de société, on n'a même pas besoin de petits objets pour indiquer le point. Le point peut être parfaitement abstrait, il peut être parfaitement imaginé. Donc, ce qui fait le point dans le jeu de société n'est pas l'objet, mais la règle constitutive du jeu. Alors, je pense que cette explication du fonctionnement d'un point dans un jeu de société nous sert pour rappeler le fonctionnement de nombreuses règles juridiques, notamment les règles d'attribution de statut. Donc, ma première observation, la citoyenneté européenne est un statut juridique, très clairement. Et elle est telle, non en vertu de ses propriétés empiriques, mais en vertu de la règle constitutive qui est énoncée dans les traités, notamment. Donc, avoir un statut civique, au sens dont il est question dans le droit romain, n'est pas la même chose que d'avoir, disons, des droits et des devoirs particuliers. Alors, c'est évident que chaque statut est associé à un contenu, et ce contenu est exprimé en droits et en devoirs. C'est vrai. Mais le statut, ce n'est pas la même chose que les droits ou les devoirs. Le statut, c'est l'ensemble. C'est ce que les théoriciens du droit appellent un bundle right. C'est une espèce de un pack, voilà, de droits et de devoirs tenus ensemble.
Alors ça, c'est important de le comprendre parce qu'en contrôlant le status civitatis, on ne contrôle pas seulement les droits et les devoirs des citoyens, mais bien mieux, on contrôle un levier par lequel tout le pack peut être attribué ou enlevé aux individus. Donc discuter de l'attribution d'un statut n'est rien d'autre que de discuter de l'utilisation de ce levier, qui est une force extraordinaire permettant d'un coup de changer entièrement la position d'une personne devant la cité. Et c'est une force qui n'est pas disponible à celui qui espérerait obtenir le même résultat en modifiant chaque droit et chaque devoir un par un. Deuxième observation. La citoyenneté européenne correspond à ce genre de levier. C'est un statut juridique associé à un pack, à un ensemble de droits différents. Et nous verrons lesquels tout à l'heure, mais pour l'instant, il est suffisant de noter que c'est en effet un statut bundle right. Ce statut est donc le nom de l'ensemble. Ce n'est pas son contenu spécifique, et ce ne sont pas non plus ses portes d'entrée, c'est-à-dire les critères d'obtention du statut. Il ne faut pas, je pense, les confondre. Le statut est donc l'ensemble qui permet de connecter ces deux aspects, le contenu, les droits et les devoirs, et les critères d'obtention et de déchéance du statut. Alors, le contenu spécifique, il varie au fil du temps, ça on le sait très bien, ça varie avec l'emplacement géographique, avec les formes politiques, avec les formes constitutionnelles. Dans l'âge républicain, évidemment, le citoyen romain n'a pas les mêmes droits que sous l'Empire. Dans les démocraties, on reconnaît les droits politiques aux citoyens, chose qui est niée dans les régimes autocratiques. Donc évidemment, le contenu associé à la citoyenneté change, varie. De même, on peut dire pour les critères d'obtention et de déchéance de la citoyenneté. De temps en temps, on donne la citoyenneté par un droit de naissance qui peut être lié aux deux parents, de temps en temps à un seul parent, de temps en temps c'est lié au principe du sang, au principe du sol, mais aussi au droit honoraire. De temps en temps par le biais de l'argent et le ius peculium, ou encore, comme est le cas au Vatican aujourd'hui, la citoyenneté peut être réglée ex iure officium, ce qui signifie que la citoyenneté est liée à une fonction, souvent un emploi, ce qui le donne aussi un caractère transitoire. Alors certains juristes, la plupart je pense, en déduisent de cette variation sur les deux côtés, disons, en déduisent que la citoyenneté est donc une espèce de forme vide, susceptible d'être remplie de toutes sortes de contenus au bon gré du législateur, qui décide comme il veut des critères d'obtention et de déchéance. Et s'il est ainsi, je pense que c'est important de le noter, la discussion sur qui doit être citoyen est réduite à une question simplement d'allégeance politique. La citoyenneté devient ainsi un épiphénomène idéologique. C'est ce que désire le législateur en ce moment. Je suis en désaccord là. Je pense que la citoyenneté, évidemment, varie avec les systèmes juridiques, donc d'un système juridique à l'autre, mais tout ça, ça ne nous empêche pas ni d'étudier cette même variation, chose qu'on a commencé à faire dans les dernières décennies, ni d'évaluer la cohérence d'un changement de la pratique juridique en matière de citoyenneté avec le cadre constitutionnel dans lequel il s'inscrit. Alors la politique d'obtention de la citoyenneté, qui est en contraste avec le rôle que revêtent les citoyens dans l'ordre constitutionnel, est critiquable, mais pas pour des raisons idéologiques, politiques, mais pour des raisons purement logiques, internes, de cohérence. Alors, pensez que la citoyenneté fonctionne un petit peu comme un pont, voilà, qui enjambe un cours d'eau qui relie deux rives. Alors, sur une rive, nous avons des critères d'obtention et de déchéance du statut, et de l'autre, on a le contenu du statut, c'est-à-dire l'ensemble, le pack de droits et de devoirs qui sont réservés aux citoyens en tant que tels. Alors, je vous propose de penser à cette relation comme une relation fonctionnelle. Cette connexion entre les deux rives que le pont permet donc de mettre en connexion ne peut pas être parcourue dans n'importe quelle direction, mais seulement dans une direction. Alors les philosophes analytiques anglophones, ils appellent ça a direction of fit.
Et l'idée, c'est qu'une relation fonctionnelle ici est faite de telle sorte que c'est le contenu qui dicte la cohérence aux critères d'obtention et de déchéance du statut. Donc le pont n'est que parcourible dans ce sens-là. Alors, je pense que c'est bien de rappeler qu'en logique, intention et extension, c'est deux façons différentes de définir un concept. Par exemple, l'intention de chat est animal à quatre pattes de la famille des félins, mais son extension, c'est donc tous les chats dénotés. Par exemple, le chat de mon voisin, les chats samois. Voilà. L'intention du concept de citoyenneté, c'est son contenu, c'est les droits et les devoirs qui sont réservés aux citoyens en tant que tels, donc qui ne sont pas réservés aux personnes, aux résidents, aux travailleurs, mais qui sont réservés aux citoyens en tant que tels. De l'autre côté, nous avons l'extension. Et l'extension du concept de citoyenneté, ce sont les critères d'obtention et de déchéance du statut, qui permettent donc d'identifier qui est à compter comme citoyen. Alors, la citoyenneté elle-même, elle n'est que vox media, elle n'est qu'une façon de relier l'intention et l'extension. Et je pense que cette image nous permet de comprendre pourquoi la question « qui doit être citoyen » peut être déterminée en considérant justement le rôle que joue le citoyen à l'intérieur de l'ordre constitutionnel. Ça ne sera jamais le même rôle. Le rôle variera. Il va être différent d'une constitution à l'autre. Mais on peut le trouver et on peut ainsi aussi faire tenir un discours scientifique autour de qui doit être citoyen, qui ne tombe pas simplement dans la dispute des goûts. Alors, je pense que ça nous aide aussi à réfléchir sur la légitimité donc, de cette question de qui doit être citoyen. Dans un certain sens, doivent être citoyens celles et ceux dont les attributs ou les propriétés sont nécessaires pour pouvoir jouer le rôle qu'ils jouent à l'intérieur de cet ordre constitutionnel qu'on regarde. Alors, ça, c'est l'outil de travail que je vous propose. Maintenant, on va l'appliquer à la citoyenneté européenne pour en juger de sa légitimité. Et la citoyenneté européenne, on le sait, c'est une forme très particulière de status civitatis qui diffère de sa forme juridique ordinaire, la nationalité, et il est donc temps de voir comment. Je pense que c'est facile de constater qu'il s'agit d'un statut sui generis, avec un déséquilibre de fond. Alors, comme vous le savez, une personne accède à la citoyenneté de l'Union par le biais d'un autre statut, celui de ressortissant d'un État membre. Et ce caractère dérivatif montre bien que le statut est en porte-à-faux. Alors, on dit souvent que ce choix de donner à la citoyenneté européenne un statut dérivé était politiquement parlant une solution de facilité. Ce n'était pas la seule option sur la table. Dans les années 70, on avait discuté de la possibilité de lier la citoyenneté européenne au droit de sol, en le conférant en droit de naissance, comme le sont de nombreuses nationalités, notamment en Amérique latine. Mais dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, en plein essor des flux migratoires du sud du globe, avec le décuplement des demandes d'asile suite aux guerres et au génocide aux portes de l'Europe, cette voie était devenue politiquement tortueuse, voire infranchissable, d'où l'option de facilité, un statut dérivé et complémentaire. Alors, comme l'Union elle-même, la citoyenneté européenne est dès le début animée par des desseins antitatiques. Elle est tiraillée par un esprit intergouvernemental et un élan fédéral, voire post-national. Elle est toujours prise entre deux feux. Et à vrai dire, le début de cette tension interne n'est pas celui de l'utilisation du vocabulaire de la citoyenneté, qui pourtant remonte bien avant Maastricht. De citoyenneté européenne, on en parlait dans les années 60 et surtout dans les années 70. Mais cette tension, elle est inscrite déjà dans le choix de concevoir la liberté de circulation des travailleurs comme un des piliers de la construction européenne.
Alors, rappelons-nous que la liberté de circulation était une concession. Alors, lorsqu'on négocia les traités originels, on ne voulait plus voir de misérables franchir les frontières. Et pourtant, on a rendu constitutionnelle donc, cette liberté. A insisté sur la liberté de circulation, c'était l'Italie, et plus précisément Paolo Tavani. Les autres pays n'étaient pas très intéressés. Mais pour l'Italie de Tavani, par contre, c'était un point crucial, parce que des jeunes chômeurs étaient nombreux, des millions avaient migré, des millions restaient. Et c'est finalement Tavani qui a persuadé les autres d'accepter la libre circulation des travailleurs. Et c'est ainsi qu'elle est née, cette liberté si fondamentale pour le discours de la citoyenneté européenne. Une concession qui finit au début par protéger principalement des travailleurs transfrontaliers col blanc au cœur du Benelux. Mais Tavani avait aspiré autrement. Il envisageait plutôt une protection contre le chômage dans une Europe sociale. Il rêvait d'un ministère européen du travail. Il a même menacé à un certain moment d'exiger des salaires égaux pour tous les pays. Pour Tavani, la mobilité était une question de protection sociale, bien que sous la forme flétrie d'un billet de train, aller simple, deuxième classe, de la périphérie de la Calabre vers le cœur de la Belgique. Donc la voilà, à cette libre circulation, ce cheval de Troie dans la maison ordolibérale. Les autres libertés sont de nature très très différente. Les biens, les capitaux, les services, ils peuvent circuler très bien dans une union douanière sans gêner ni l'économie de marché, ni la prudente expertise. Mais aucun accord était envisageable sur cette perspective de rendre les personnes libres de partir, de déménager, de chercher un emploi, d'immigrer, peut-être même de repartir, et faire ça à la suite d'un droit, et non pas, comme il a toujours été le cas, comme un privilège que l'État souverain octroie à ses propres conditions. Alors la libre circulation existait bien avant la citoyenneté européenne, et dans ce sens, ce qui advient dans le traité de Maastricht au niveau de citoyenneté européenne n'est pas si innovant que ça. Et je m'explique. Les droits issus des traités, qui sont aujourd'hui donc exercés par des millions de personnes, n'étaient pas à Maastricht de grande innovation, exception faite pour les droits politiques. Il s'agissait plutôt d'une systématisation de droits qui existaient déjà, qui étaient déjà reconnus. C'est le cas de la liberté de circulation, le droit de séjour, le droit de pétition qui existait déjà introduite pour la première fois dans la CECA en 1953. Alors, lorsque la liberté de circulation a été érigée en droit de Maastricht, en droit du citoyen à Maastricht, excusez-moi, le caractère novateur ne consiste pas dans le champ d'application matérielle du droit. Ce droit existait déjà. Il consiste dans l'extension du champ d'application personnelle, c'est-à-dire qu'un nombre bien plus grand d'individus seront couverts par ce droit. Il n'est plus nécessaire d'être travailleur, il suffit d'être bénéficiaire de services. Alors, c'est cette combinaison entre la citoyenneté et la libre circulation qui forme ce mélange explosif qui a poussé ce cheval de Troie à déverser son contingent de Grecs. Alors la Cour de justice, dans son moment le plus avant-gardiste, a formulé un principe presque révolutionnaire selon lequel la citoyenneté de l'Union serait, et je cite, « destinée à devenir un statut fondamental des ressortissants des pays membres ». Pendant cette ère qui suit cet arrêt, nous aurons été donc plus protégés en tant que citoyens de l'Union qu'en tant que ressortissants des pays membres. Et depuis, il faut le dire que la Cour a pris une position moins expansive, peut-être en référence à une lecture plus formaliste des sources, peut-être parce que le climat social a changé. Mais cette doctrine du destin, donc, n'a pas disparu et ne disparaîtra pas parce que la citoyenneté naît avec ces deux natures différentes. Alors, d'un côté, c'est un statut fondamental qui positionne l'individu face à une organisation politique supranationale. Et de l'autre côté, ça paraît comme un simple ensemble de privilèges qui a été mutuellement reconnus par des États souverains à travers leurs frontières.
en soi, cette dernière chose n'est pas une chose inouïe, et c'est d'ailleurs pas une chose qui est caractéristique simplement de la région européenne. Et c'est cette ambiguïté sur la nature de la citoyenneté européenne qui est manifestée à travers deux choses, son contenu et sa structure. Alors la structure, j'ai rappelé, il est de caractère dérivatif, mais dans un sens inverse par rapport aux États fédéraux. Parce que dans l'État fédéral, évidemment, il y a aussi un caractère dérivatif, mais qui va de la citoyenneté fédérale à l'appartenance subnationale, cantonale, régionale, etc. Alors que dans l'Union européenne, c'est le contraire. C'est les États membres qui conservent la compétence de définir les critères d'obtention et de déchéance de leur propre nationalité. Et pourtant, il faudrait aussi dire que même dans ce domaine réservé, les États ne sont plus entièrement dépourvus d'obligations. La jurisprudence de la Cour, et ça c'est notamment l'arrêt Rothman, spécifie que les États membres jouissent d'un pouvoir important, mais qui n'est pas illimité, surtout en la matière d'imposer la déchéance et éventuellement de rendre des citoyens apatrides. Alors, la question de savoir si un individu possède la nationalité d'un État membre n'est donc plus tranchée uniquement par référence au droit national. Il est important là, de souligner qu'il faut aussi tenir compte du droit communautaire. Mais en fait, on peut dire que ce contrôle supranational du pouvoir discrétionnaire de l'État a transformé la citoyenneté dans une espèce de bouée de sauvetage résiduelle. Elle peut donc servir à préserver des droits issus des traités pour des individus qui sont confrontés à des cas de déchéance de nationalité disproportionnés. Et c'est notamment le cas où on risque l'apatridie. Mais ceci n'est que l'exception qui confirme la règle, parce que c'est les États membres qui décident de cette matière. Donc le contrôle des États membres sur leur propre code de la nationalité est une grande source de complications, parce qu'il faut imaginer qu'il y a 27 portes d'entrée dans ce statut. Les pays membres sont peu coordonnés dans cette matière. Au cours des derniers 30 ans, il n'y a aucune harmonisation qui est advenue de façon spontanée. Il y a des limites dans le droit international, mais ce n'est pas des limites très importantes. La Convention européenne sur la nationalité de 1997 manque encore de nombreuses ratifications. Et finalement, les frictions politiques à ce sujet sont destinées à s'enliser. Pourquoi est-ce que je crois que c'est comme ça ? Bon, d'un côté, à cause des pratiques qui énervent les voisins et qui mettent en question peut-être même le principe de coopération sincère entre les pays membres. C'est notamment le cas de l'affaire de la vente de la citoyenneté européenne, dont on a accusé Malte, Chypre, mais dont plusieurs pays membres a pratiqué dans le passé. Mais c'est surtout à cause du fait que les possibilités de conflit entre les codes de nationalité sont en train d'augmenter. Et ils sont en train d'augmenter parce que les changements législatifs dans la matière de la nationalité adviennent de façon toujours plus fréquente, à un rythme toujours plus soutenu. Donc au cours de la seule période 2013-2019, les codes de la nationalité ont été modifiés plus de 100 fois par les États membres à un rythme de changement toujours plus important. C'est notamment de ça qu'on peut voir cette forme cette tendance à instrumentaliser les codes. Ainsi, la structure de la citoyenneté européenne, elle est constituée de façon très particulière et elle donne la possibilité aux États d'influencer donc indirectement qui aura la citoyenneté de l'Union. Mais je disais que cette ambiguïté est reflétée aussi par son contenu. Alors, le traité de Maastricht attribue une série de droits aux citoyens européens, la libre circulation, le droit de vote actif et passif aux élections municipales ainsi qu'au Parlement européen, le droit de protection consulaire dans un pays tiers où le propre pays d'origine n'est pas représenté, le droit de pétition au Parlement européen, le droit de saisir le médiateur, et ensuite, par les traités qui suivent,
on a aussi des autres droits qui viennent s'ajouter, comme le droit à la bonne administration, le droit d'accès aux documents, le droit d'adhérer à l'initiative citoyenne. Alors, l'initiative citoyenne est une initiative politique d'un rassemblement d'au moins 1 million de citoyens européens qui proviennent d'au moins 7 pays membres. C'est pensé donc comme une possibilité de donner une voix à une opinion politique supranationale. Alors, ça, c'est le pacte des droits, c'est l'ensemble des droits, sur le contenu, disons. Il faudrait peut-être encore ajouter les protections développées par la jurisprudence, notamment contre la discrimination pour ceux qui ont utilisé la liberté de circulation. Alors, la question, c'est: s'agit-il ici d'un ensemble de droits qui sont issus des traités internationaux à vocation économique, donc qui sert à faciliter le marché intérieur, ou s'agit-il d'un statut qui positionne l'individu face à une organisation politique? Un peu des deux, d'où l'ambiguïté. Alors, il y a effectivement un ensemble très hétérogène à l'intérieur de ce paquet de droits associés à la citoyenneté européenne. Ils sont de nature différente, des pouvoirs, des libertés, des immunités. Ils sont de types différents, politiques, civils, etc. Ils ont des fondements différents. Mais surtout, il faut noter, je pense, que ces droits ne sont pas tous du citoyen. Et ils ont d'ailleurs un caractère très différent. Alors, les droits dits du citoyen sont en fait pas seulement des seuls citoyens, parce que le champ d'application personnel de ces droits varie. De temps en temps, il s'agit des ressortissants des pays membres, mais de temps en temps, il s'agit des résidents, et de temps en temps, il s'agit des résidents qui ont une assurance maladie, ou encore des résidents qui ne posent pas de problème à l'ordre public, etc. Donc, par exemple, le droit de pétition, le droit de recours au médiateur, l'accès aux documents, à la bonne administration, c'est des droits qui sont également reconnus aux ressortissants de pays tiers. La liberté de circulation n'est pas non plus réservée exclusivement aux citoyens européens. Il y a un bon nombre de ressortissants de pays tiers qui en jouissent, soit parce que leur séjour est de courte durée, soit parce qu'ils sont dans des conditions personnelles ou qu'ils ont des qualifications particulières. C'est le cas de la carte bleue, la résidence de longue durée, la mobilité à l'intérieur d'une entreprise, la mobilité des chercheurs, des étudiants, etc. Alors, la liberté de circulation n'est donc pas un droit qui est réservé aux citoyens en tant que tel. Il y a les citoyens de l'Union qui ne peuvent pas accéder à ces droits, notamment parce qu'ils manquent d'assurance maladie ou bien parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques suffisants. Alors on pourrait dire que le droit de la libre circulation est certainement le droit le plus aimé des Européens, mais ce n'est pas pour autant le droit le plus caractéristique de la citoyenneté européenne. Les droits qui sont plus caractéristiques, c'est-à-dire qui sont réservés aux seuls citoyens, ce sont les droits politiques. Donc le droit de vote au Parlement et le droit d'adhérer à l'initiative citoyenne. Deuxièmement, j'aimerais bien noter qu'il s'agit de caractères différents. De temps en temps, c'est des droits de caractère transnational, de temps en temps, c'est des droits de caractère supranational. Alors, les droits transnationaux, c'est ceux qui permettent des activités horizontales à travers les frontières. Les droits de caractère supranational permettent une connexion verticale des concitoyens au-delà, par-dessus des frontières. Donc on peut dire que la liberté de circuler ou la protection consulaire, par exemple, ce sont des droits qui ont un caractère transnational. C'est des droits qu'on peut exercer à travers les frontières. C'est comme des privilèges que nous emportons dans un territoire étranger. Et elles se fondent sur la reconnaissance mutuelle d'intérêts réciproques. Elles sont fondées, pour le dire avec Thomas Hobbes, sur l'amitié des souverains. Par contre, le droit de vote au Parlement, l'adhésion à l'initiative citoyenne ont un caractère supranational. Ce sont des droits qui relient, qui associent des concitoyens par-dessus, au-delà des frontières. Elles permettent donc une association malgré les frontières, contre les frontières. Et c'est basé sur un accord de type associatif. Et c'est important de remarquer que les intérêts
qui sont représentés par des droits de caractère supranational, c'est des intérêts communs, alors que les intérêts qui sont représentés par des droits de caractère transnational, c'est des intérêts de caractère réciproque. Alors, cette différence entre intérêt réciproque et intérêt commun, j'aimerais bien insister sur ça, c'est que l'intérêt est réciproque lorsque mon intérêt est composable avec le vôtre. Alors, typiquement, on dit que, par exemple, dans un contrat synalagmatique, comme le contrat de vente, je ne sais pas, d'un appartement, par exemple, ma volonté d'acheter cet appartement est composable avec la volonté du vendeur de la céder. C'est la même chose avec les droits de caractère supranational. Il est tout à fait possible que le ressortissant d'un pays et le ressortissant d'un autre pays aient des intérêts réciproques, mais qui ne sont pas pour autant identiques. Pour avoir par contre des intérêts en commun, il faut quelque chose de plus qu'une simple compatibilité de deux intérêts. Il faut que naisse un intérêt commun d'une forme associative. Alors ça, c'est par exemple le cas lorsque nous formons une coopérative d'habitation. C'est notre association qui fait naître un intérêt commun qui n'existait pas avant de rentrer dans cette association. Je ne sais pas, par exemple, maintenir le jardin de la copropriété. Et cette différence entre intérêt réciproque et intérêt commun, c'est bien le point qui est opposé, par exemple, Kant et Hegel au sujet du mariage. Le mariage, on pense que c'est une institution qui fait naître une association qui a des intérêts différents des membres qui la composent. Alors, par exemple, Hegel, il voyait dans le couple marié une petite société avec des intérêts communs, nés de l'union des deux époux, qui ne s'épuisait donc pas ni avec l'intérêt du mari, ni avec l'intérêt de l'épouse. Kant, par contre, il insistait à n'y voir que des intérêts réciproques. Et il concevait donc le mariage comme un simple échange d'argent pour des prestations sexuelles. Des intérêts qui sont certes composables, mais qui sont loin d'être identiques. Et Kant est resté célibataire. Bon, dans le cas de l'Union européenne, remarquez que ces deux types différents d'intérêts sont donc exprimés par des droits différents, de caractères différents. Voilà pourquoi les commentateurs sont dans l'embarras, parce qu'ils ne savent pas s'il s'agit, quand on parle du citoyen européen, si nous nous référons aux membres d'un nouveau collectif politique ou s'il s'agit simplement d'un ensemble de privilèges transfrontaliers utilisés pour maintenir le marché intérieur. Parce que c'est les deux choses en même temps. Alors, ceux qui, dans les années 90, répétaient que la citoyenneté européenne est une forme post-nationale, dans un certain sens, ils n'avaient pas raison. Parce que c'est un statut dérivé, c'est les États souverains qui décident de leur propre code de nationalité. Et pourtant, ils n'avaient pas tort non plus. La citoyenneté de l'Union est en effet une forme non exclusivement nationale de status civitatis. Et à la rendre telle, c'est notamment le principe commun qui tient ensemble et qui informe les droits dont bénéficie le citoyen européen, c'est-à-dire le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité. Alors, la différence de traitement fondé sur la nationalité, c'est une caractéristique essentielle du droit international. C'est bien le but d'avoir une nationalité que de permettre un traitement différencié entre ceux qui ont la nationalité et ceux qui ne l'ont pas. Concluons. Alors, si la citoyenneté est effectivement comme un pont qui relie deux rives, alors la citoyenneté européenne est en porte-à-faux à cause de sa structure. Parce que les deux appuis s'appuient sur deux niveaux différents. Alors, sur une rive, c'est les États membres qui décident des critères d'obtention et de déchéance de leur nationalité, qui pourtant offrent l'accès à la citoyenneté européenne. Sur l'autre rive, le PAC, l'ensemble de droits qui sont réservés aux citoyens en tant que tels, est déterminé par le droit de l'Union, par les traités, la législation secondaire, la jurisprudence. Et ce fait de la citoyenneté européenne, qui le rend un statut donc sui generis, reflète en fait le régime multiniveau de l'Union. Et c'est aussi
je pense que c'est important de le souligner, c'est ce qui pousse aux appels qu'on a entendus souvent au cours de ces 30 années, qui ont été répétés lors du Brexit, ces appels à opérer un découplage entre la nationalité des États membres et la citoyenneté de l'Union. Mais un tel découplage, à l'intérieur d'un régime multiniveau comme celui de l'Union européenne, n'est pas sans risque. Parce que si un niveau peut choisir ses propres membres sans que ceux-ci soient automatiquement reconnus par l'autre niveau, nous n'aurons pas, comme actuellement, un pont instable, mais nous aurons deux ponts. Mais cette structure instable, donc ce pont instable que nous avons actuellement, faut-il dire qu'il s'agit d'une véritable citoyenneté ou faut-il donner raison aux critiques qui, depuis 30 ans, répètent que ce n'est pas une véritable citoyenneté? Alors moi, je pense que non, il ne faut pas leur donner raison, car c'est un statut juridique fort, semblable à la nationalité. Ontologiquement parlant, il est identique, il est tout aussi abstrait. Il positionne l'individu devant un ordre juridique, celui de l'Union, qui lui attribue un pacte de droits parmi lesquels certains, du moins, sont réservés effectivement aux citoyens européens en tant que tels. Et c'est par ces droits-là que les citoyens peuvent articuler une timide voix politique concernant des intérêts en commun. C'est le démos dont Grimm lamentait l'absence il y a 30 ans. Alors, que la citoyenneté européenne ne soit pas devenue, au bout de 30 ans, le statut existentiel qu'on pensait, ne devrait pas étonner. Parce qu'on est allé chercher quelque chose que peut-être on ne pouvait pas trouver. Alors, on nous a parlé d'une idée forte d'appartenance à un collectif holiste, ça c'est Weiler. Une forme substantielle permettant une justice sociale, ça c'est Floris de Witte. Mais on ne trouvera pas l'eau à la mer ainsi, parce qu'on cherche quelque chose qu'on ne peut pas trouver. On peut se demander d'ailleurs si la nationalité des États membres offre de telles rassurances existentielles. Parce qu'au fond, ce qu'on observe avec la instrumentalisation actuelle des politiques de nationalité montre bien que les citoyens ont compris que la nationalité n'est pas une caution contre les égarements de l'identité de soi, mais par contre, c'est un statut important qui peut nous donner d'importants bénéfices. Et vigiler sur ces bénéfices et sur le pouvoir politique qui les attribue, c'est, pour le dire avec Voltaire, un lieu digne de l'attention d'un citoyen. Merci.